Avec nous sur ce plateau, Xavier Titelman, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la sécurité aérienne. Une épave visible en pleine mer, vue du ciel, c'est plausible selon vous? Oui, c'est tout à fait possible. On est sur une zone qui est quand même très peu profonde, avec moins de 80 mètres de fond sur l'ensemble de cette zone maritime. On peut voir par transparence quelque chose qui va être sous la mer. Moi, je suis un ancien de la patrouille maritime, je sais qu'on pouvait voir des sous-marins sous l'eau. Donc si la mer est claire, si elle n'est pas trop agitée, c'est tout à fait possible. Donc ça veut dire que maintenant qu'on a localisé l'épave, les choses vont s'accélérer, hein. Alors ça va être très rapide, on a retrouvé des débris, on a retrouvé des corps, on a vraiment une certitude absolue que l'épave va être très proche. Maintenant, si on l'a déjà visuellement retrouvée, dans quelques jours, on aura peut-être déjà récupéré les boîtes noires. Remonter l'épave dans sa totalité, ça va peut-être être un petit peu plus long, mais en tout cas, les boîtes noires pour avoir les réponses techniques, ça va être plus rapide. Christophe Pallet, dans son sujet, parlait de décrochage. C'est la cause du crash, selon vous? Alors, c'est une hypothèse, c'est l'hypothèse la plus probable. Il y a plusieurs indications qui nous donnent cette piste. Déjà, les radars malaisiens nous donnent une information. L'avion a cherché à prendre de l'altitude et il a ralenti. Quand un avion ralentit, l'écoulement de l'air qui est sur le dessus de son aile n'est plus assez rapide pour lui donner une portance et il peut perdre de la vitesse, perdre de l'altitude et descendre d'une manière qui est très progressive, qui n'est pas toujours ressentie par les pilotes. Ça a été le cas pour le Rio-Paris par exemple. Les pilotes n'ont pas ressenti cette situation, ils sont descendus, ils ont été jusqu'à l'eau avec une vitesse verticale à la fin qui était de 220 km/h. Donc ce serait une erreur de pilotage? On ne sait pas encore, on n'a pas encore d'éléments. Peut-être avec la météo. Peut-être des indicateurs qui ne donnaient pas une information qui était fiable, peut-être qu'on n'a pas bien géré. Il y a le deuxième élément qui nous confirme aussi le décrochage. L'avion a été retrouvé seulement 10 km plus loin après la dernière éco-radar. Descendre de 10 km d'altitude en avançant seulement de 10 km, c'est un taux de descente qui est important. Ça fait vraiment penser au décrochage. Comment va-t-on faire maintenant pour remonter l'épave à la surface? Alors, il y a des bateaux, évidemment, ça va être assez compliqué. Il va falloir simplement avec des dragueurs, avec des câbles, on va gonfler des sortes de gros boudins sous l'eau. On peut le remonter de cette manière-là. Ça va être quand même relativement long. C'est plus long en tout cas que de récupérer simplement les boîtes noires. Alors, les débris ont été localisés très vite, mais le mystère du MH370, un autre avion malaisien, continue. Pourquoi les avions ne sont pas équipés d'un système de localisation en temps réel qui leur permettrait d'être localisés très très vite en cas de drame? Alors, techniquement, c'est faisable. Maintenant, ça demande une quantité de données qui doit être transmise par satellite qui est colossale et ça représente des millions et des millions d'euros pour chaque avion simplement pour pouvoir le suivre. On se rend compte qu'on finit toujours par trouver les avions pour trouver une solution. Cet avion, on l'a retrouvé, on a mis 2 jours. Ça peut paraître très long, mais 2 jours finalement sur une zone maritime qui était assez vaste, c'est plutôt un bon résultat. Un avion ne s'évanouit pas volontairement. Il y a un cas évidemment qui est inexpliqué pour l'instant, c'est le MH370 qui a disparu au mois de mars, mais là on a quand même une certitude. L'avion a été détourné, quelqu'un a pris les commandes, quelqu'un a volé volontairement sur la frontière pour ne pas être détecté par les militaires, a changé d'altitude, a déconnecté volontairement le transpondeur. Et des données satellites qui sont les informations techniques de l'avion, qui disaient je vais bien, tout va bien, une fois par heure l'avion a dit tout va bien. On a pu remonter justement jusqu'à la source. La dernière émission technique était dans le sud de l'océan Indien, au large de l'Australie. Un détournement donc avant le crash, hein. Oui, en fait, l'avion a fini forcément dans la mer. Ouais. On ne sait pas qui était aux commandes, on ne sait pas quel était son objectif, mais on sait forcément que quelqu'un était aux commandes pour faire ça. Et on retrouvera forcément les débris dans les mois ou les années qui viennent? La zone de recherche était tellement vaste, contrairement à ce cas-ci, on avait très peu de temps pour chercher, parce qu'on avait d'abord cherché dans une mauvaise direction. Là, on avait une durée très courte, 1 semaine, 2 semaines, pour trouver une boîte noire qu'on détecte à 3 km de distance, sur des centaines de milliers de kilomètres maritimes. Aujourd'hui, on va peut-être chercher au hasard avec un robot au fond de la mer, à plusieurs milliers de mètres de profondeur. C'est très compliqué. Maintenant, je suis persuadé qu'on finira par retrouver un siège ou quelque chose qui est en train de flotter quelque part. Merci Xavier Titelman pour ces précisions et merci d'avoir été avec nous.